Alors aujourd'hui, pour la capsule 10e anniversaire du Festival de bande dessinée de Prévost, je reçois Boum. Boum, salut. Salut, Jean-Dom. Alors, Boum, tu es une habituée du festival. J'aurais envie de dire que tu es une habituée de tout ce qui est événement au Québec. Je roule ma bosse, papa. Ouais, on est bien desservis au Québec. On a beaucoup d'événements, puis j'en ai fait pas mal. Je les ai tous essayés, en tout cas. Mais c'est ça qui est fou, c'est que on va au Festival de Prévost, on va au Festival de Montréal, on va à Québec. T'es même à le festival manga, là. Le Takuton. Le Takuton, voilà. Donc, lorsqu'on se déplace en festival, les probabilités de te croiser sont très, très grandes. Sont assez grandes, oui. C'est important pour toi d'être présente dans tous ces événements-là? Ben oui, comme j'ai fait de l'auto-édition pendant un bout, il faut que j'écoule mes stocks aussi, hein? Il faut que ça se vende. Fait qu'idéalement, si je peux aller à un événement, j'y vais. Normalement, je paye pour ma table. J'ai tout le temps mon petit coin. J'ai ma marchandise. Ah oui, toujours bien organisé d'ailleurs. Ben là, ça fait un bout que je fais ça. Fait que je suis passée d'une petite table avec pas grand-chose dessus avec 11 ans d'accumulation de bébés. Là, cette année, je m'achète une bannière. Cette année, je m'achète une belle petite étagère. Ouais. Fait que là, j'ai l'air équipée. Oui, c'est ça, c'est que tu as bonifié au fil du temps. C'est pas tout arrivé en même temps. Là. un pas à la fois. Oui, hein? c'est ça. Alors nous, évidemment, tu parlais d'autopublication. On t'a découvert en ligne avec les Boomeries. Oui. Donc, sous la forme de comic strip, donc de vignettes humoristiques biographiques. D'ailleurs, je me plais à dire que tu es un des personnages autofictifs les plus connus avec Jimmy Beaulieu et Sviane. Oh, ben c'est un méchant compliment. parce que c'est vrai que quand on entre en contact avec ton œuvre, tu as fait aussi de la fiction, on en parlera, mais c'est sûr que on te connaît d'abord et avant tout pour tes strips biographiques qui sont, ma foi, très drôles. Donc, tu as d'abord publié ça en ligne en français et en anglais. J'ai commencé, ça a l'air bizarre dit de même, j'ai commencé en anglais. En anglais. Parce que, j'étais sur Internet à ses balbutiements. Là. J'avais un site web, je savais même pas comment coder, là. J'ai appris sur le tas. Puis, ben l'Internet, dans ce temps-là, ça me semblait anglais. Là. J'étais sur DeviantArt, ma première galerie, là, où est-ce que je mettais mes illustrations, puis ça, c'était en anglais seulement. Fait que je me suis fait des amis puis des fans comme ça en anglais. Fait que ça a été logique au début pour moi de faire la BD sur le web en anglais. Mais là, après 6 mois, quand j'ai considéré en faire un livre, là, il n'était pas question que je fasse ça juste en anglais. Fait que j'ai eu la version anglaise, mais j'ai eu la version française qui est comme la vraie version, vu que, comme c'est des anecdotes réelles, ma vie se passe en français. Et d'ailleurs, tu parles d'album, donc cette idée, ce projet d'être sur papier alors que tu as commencé en ligne, c'est arrivé très tôt dans le processus. Ça a pris, il me semble, c'était 6 mois. J'ai commencé la Boomerie en février-mars à peu près. On parle de 2011. 2011. Ouais, c'est ça, ouais. Puis le premier volume est sorti à l'été 2011. Fait que j'avais été très productive, c'était ça, pour avoir d'enfants. J'avais plein de temps pour faire de la BD puis expérimenter autant que je voulais. Ouais. Puis dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'avais tâté le pouls de mon lectorat. Là. Ah, ça vous intéresserait-tu d'acheter une collection des strips que j'ai mis sur Internet jusqu'ici? Puis ben, la réponse avait été quand même pas mal positive. Fait que j'en ai imprimé une petite quantité. Puis ça a tellement marché qu'après une semaine, j'en avais plus. Là, je dis petite, c'était une petite quantité, OK? J'en avais plus après une semaine. Fait que j'en ai réimprimé tout de suite. Puis là, j'étais allée au Comic-Con. Mon premier événement, c'était le Comic-Con de Montréal. Puis dans ce temps-là, c'était en septembre. Donc, puis là, fait que j'en avais vendu vraiment beaucoup. Moi, j'avais aucune idée. Là. Je m'étais dit, ça a bien été. Mais je pense pour l'époque, j'en avais vendu peut-être une quarantaine ou... En tout cas, 40 pour une parfaite inconnue qui arrive au Comic-Con. C'est pas banal. C'est pas banal. Puis j'en avais vendu, fait intéressant, la moitié, 20 en français à peu près, puis 20 en anglais. Okay. Fait qu'à ce moment-là, comme j'avais pas comme on me connaissait pas du tout, ben tout le monde en achetait. C'est-à-dire, j'avais des anglos autant que des franco. Maintenant, j'ai un public pas mal plus francophone. Fait que des versions anglaises, j'en vends plus. Ben, je les cache derrière ma table. Ah oui? Oui, puis là, c'est des fois, quand il y a quelqu'un qui m'aborde en anglais, je dis « j'ai des livres en anglais ». Puis là, ils me disent « Non, mais j'aimerais ça apprendre le français ». Fait qu'ils prennent des versions françaises de toute façon. Tu as choisi au point de départ l'autopublication. Donc, c'est toi qui gérais tout, de l'impression à la vente, à la distribution. Est-ce que tu avais, dès le départ, l'idée d'aller courtiser des éditeurs ou tu t'es dit non, moi je fais mon truc tout seul,
On verra ensuite. Boomery, j'avais l'intention de garder ça à moi pour un bout. Là, ça a été recueilli depuis, Oui. là. Oui. Mais parce que c'était personnel. Mais ça m'a permis j'imagine, avoir un peu plus de confiance ensuite pour me lancer, pour pitcher un projet à un éditeur après. Parce que quand j'ai commencé la BD, moi, ça me faisait peur. Moi, je faisais du dessin animé, puis... Oui, c'est ça, tu viens de ce storyboard, milieu. ouais. Ouais. Puis ça a l'air étrange à dire aussi, mais le dessin animé m'intimidait pas mal moins. Ah bon? Ouais, je sais pas. Il y a quelque chose dans le ratio au cinéma, c'est toujours normalement le même. Il n'y a pas de bulle à squeezer. Tu sais, la composition en BD, tu as la composition de la case, OK, il faut que tu aies une belle composition, mais tu as la page, puis tu as du texte à mettre là-dedans. Puis ça me faisait peur. Je pensais pas que j'étais particulièrement douée pour ça. C'est quand j'ai fait Boomery, le format... en plus, j'ai fait des cases carrées, je sais pas pourquoi, mais ça a bien à donner avec les réseaux sociaux après. Puis là, je me disais, ben là, au moins, j'ai un format, tu sais, fixe. Puis j'ai pas besoin de faire vraiment beaucoup de décors. Fait que je me lançais là-dedans en me disant, on verra ce que ça donnera. Puis ça a eu plus de succès que j'aurais espéré. Fait que je suis restée. Puis là, ben, je suis encore là. Ben, ça a donné, en fait, les Boomery, ça a donné 10 albums format à l'italienne autopubliés. Oui. Et de cette dizaine d'albums-là ont été repris le 2/3 de ta série aux éditions Glénat. Plus la première moitié. Il en reste 2 encore, techniquement. Ah, je croyais qu'il en restait un, moi. Non, c'est c'est les tomes, les volumes 1 à 5 qui ont été recueillis dans l'intégrale. Fait qu'il reste voilà. de 6 à 10. Fait que c'est vraiment la moitié. Ouais. Et donc, en plus grand format chez Glénat Québec, donc c'est 3 strips, si ma mémoire est bonne, Oui, il me semble que c'est 3 ça. strips par page. Et là, fait intéressant, j'ai remarqué que dernièrement, tu as recommencé à publier l'intégralité des Boomery en ligne. Alors, tu as commencé en ligne et tu reviens en ligne Pourquoi? Ben, il y a plusieurs raisons. Premièrement, parce que les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils étaient c'est-à-dire ne sont pas ce qu'ils étaient en 2011. Puis, dans ce temps-là, je ne mettais pas mes BD sur les réseaux sociaux. Je mettais un lien. Allez, une nouvelle BD, un lien par là. Allez voir. Si même j'avais des... Je ne sais pas exactement quand est-ce que j'ai commencé ma page Facebook, puis tout ça. Puis Instagram, dans ce temps-là aussi, c'était surtout pour des gens qui prenaient des photos de leur repas. Là. Leur bouffe, oui. Ouais, ou des photos de plage. Là. C'était que ça dans ce temps-là. J'ai manqué un peu le bateau. Je me servais pas d'Instagram, ben j'en avais un. Ouais. Je m'en servais pas, puis à un moment donné, ça a décollé pour les artistes. Puis là, je suis arrivée en retard, comme « Oups! OK, je vais me rattraper ». Fait qu'il y a beaucoup de ces BD-là qui n'ont jamais été sur les réseaux sociaux. Puis il y a aussi que... Bon, les réseaux sociaux te récompensent si tu es actif. Puis là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un livre que je montre pas bien, fait que j'ai rien à montrer, finalement. Fait que juste de repasser à travers les vieux strips, parce que ça garde mes réseaux sociaux actifs, ça me garde... J'avais un petit peu peur de disparaître quand j'ai arrêté Boomery. J'avais une présence très... J'étais très présente, bref, sur Internet. Puis là, je passais de, bon, ben j'ai fini ma BD, donc j'ai plus rien, soudainement, du jour au lendemain. Fait que, mais je me suis fait suggérer par plein de gens qui ont eu des webcomics de longue durée particulièrement, qui m'ont dit, non, tu le repars à zéro, tu vas accumuler il va y avoir des nouveaux lecteurs qui vont arriver en plein milieu. Mais c'est une bonne idée, et ça démontre aussi le côté entrepreneurial de l'artiste, de dire, pendant que je travaille sur un album, il faut que je sois présente. Alors, idéalement, le matériel, tu l'as. Parce que, parallèlement à Boomery, tu as commencé aussi à travailler du côté, à collaborer avec des éditeurs. Tu as fait La Petite Révolution, d'ailleurs, qui a fêté son 10e anniversaire et qui a fait l'objet d'une réédition. Oui. Tu as fait, et ça c'est une fiction, un album super touchant, vraiment. Merci. Diamétralement opposé au Boomery, j'aime bien dire. Là. Oui, on parle de petites histoires vraies, drôles, à de la fiction dramatique, une longue histoire de 80 pages à peu près. Oui, donc le format est différent du strip. Oui. Et par la suite, tu as collaboré avec Guy Lenguet pour Capitaine Aime ton mou, qui est complètement autre chose. Tu es revenu essentiellement à de l'autofiction avec Nausée matinale aux éditions de la Pastèque, qui n'est pas les Boomery, mais qui en même temps est quand même quelque chose qui gravite. C'est dans le champ gravitationnel. Je me suis posé la question, je voulais écrire un livre sur la grossesse. Dans le fond, c'était comme une réaction à
tous les conseils contradictoires qu'on se fait dire quand on est enceinte, que ce soit par le médecin, par les livres de maternité qui disent pas la même affaire. Fait que j'avais commencé à travailler pour un blog de maman qui n'était pas le mien. Donc, un gros blog avec beaucoup de gens non seulement qui collaboraient, mais beaucoup de visiteurs aussi. Puis moi, j'étais la première. J'arrivais là, j'ai fait de la BD pour eux autres. Puis c'était comme un peu trop bon pour le blog, je trouvais. J'ai fait bon, je vais arrêter, puis je vais garder ça, toutes ces idées-là, puis je vais en faire un livre. Finalement, il y en a une seule du blog qui s'est ramassée dans le livre. Toutes les autres, je jugeais que j'avais des meilleures idées à mettre dans le livre. Et je l'ai quand même refaite, redessinée, repensée, mise au goût du jour. Il s'était écoulé une couple d'années entre le blog et le livre. Puis j'avais hésité à me mettre en scène moi, mais en même temps, je pense que comme à cause de Boomery, vu que ça avait traité de grossesse aussi, c'était logique, mais je voulais surtout pas que Boomery et Nausée soient en compétition. Donc, c'est pas tout à fait la même façon, c'est pas traité de la même manière. Et aussi, c'est pas tout moi vrai, ça m'est pas tout arrivé. Là. Il y avait des situations où ça m'était pas arrivé, mais j'avais décidé d'en parler. Boomery, tout ça, c'est du fait vécu. Là. Oui. Alors, les rêves de toilette... Malheureusement, parce que tout ça est vrai. Oui. Ah, il y a un strip qui me fait mourir de rire, c'est quand tu es aspiré dans le vide sidéral de l'espace. Ah, ça, c'est à cause de la patte patrouille? Oui. Oui, j'étais au Comic-Con, pour raconter l'anecdote, j'étais au Comic-Con de Montréal, puis il y avait un père qui était tout seul, il était même pas avec ses enfants. Puis il avait regardé vite, là, mes affaires, puis il avait dit... C'est plate, t'as rien de la patte patrouille. Puis j'en revenais pas de me faire dire ça. Fait que là, oui, OK, l'affaire dans l'espace, c'est dans ma tête que ça se passe, mais c'est quand même réellement... je me suis vraiment fait demander ça au Comic-Con, oui. Payer cher pour aller acheter du patte patrouille, en tout cas. Ben, oui, parce que les frais d'entrée, il était vraiment pas dans son élément, le monsieur. Non, là. il est perdu. Là. Il était perdu, là. Faire de l'autobiographie en strip humoristique... Est-ce que c'est un défi? Parce que, je veux dire, il faut que ta vie soit source de matériel pour arriver à chaque jour à produire. Est-ce qu'il y a des moments où tu as dû faire appel à la fiction ou si, au contraire, tu trouves dans la vie assez de matériel? Ben, je pense que si j'avais pas eu d'enfant, j'aurais arrêté. J'aurais fait le tour à un moment donné. C'est vrai que ça marque un tournant dans la vie des enfants. Il y a un gros tournant, puis il y a soudainement plein de choses à dire qui sont nouvelles. Puis honnêtement, personne m'avait dit que des bébés puis les enfants, c'était aussi drôle. J'avais pas pensé ça. Moi, j'ai eu un bébé, je me suis dit, mon Dieu, la révélation. Fait que là, j'avais plein de nouvelles choses à dire. Puis non, j'avais pas à chercher bien loin. Puis aussi qu'avec l'habitude... à force d'en faire, vu que j'en ai fait 1674, je pense, si je me trompe pas. Écoute, c'est du strip, ça, là. Fait que j'étais rendue bien bonne. Dès qu'il se passait quelque chose de drôle ou d'inhabituel, là, tout de suite, là, je prenais mon téléphone, je prenais des notes. OK, il s'est passé telle affaire, puis je le voyais en 4 cases immédiatement. OK, donc, question pratique, là. Réaliser un strip, là, une fois que l'idée t'a noté, là, la réalisation du strip te prenait combien de temps? Si j'étais motivée, là, en bonne forme, puis que je passais pas mon temps à aller sur Instagram, mettons, pourquoi? Parce que je suis fatiguée ou je sais pas quoi, c'était une demi-heure. Ouais. Wow! Mais, mais ça, c'était vraiment une bonne journée. Fait que, mettons, j'en faisais 3 par semaine, fait que je les faisais les 3 la même journée, généralement, fait que c'est à peu près 1h30. OK. Ça, c'était, je pense, ma période la plus rapide, c'est quand j'avais des bébés. Parce que c'était le moment comme, OK, le bébé dort, vite, il faut que je dessine. Okay. Après ça, maintenant, là, ils sont grands, ils sont à l'école, là, j'ai plus de temps. Mais là, je fais plus de boomerie, là, mais je suis moins rapide que j'étais. J'ai perdu un peu de mon efficacité. Ah bon? Ben, je sais pas, je pense qu'il y avait quelque chose dans l'urgence de... Mon enfant n'a pas besoin de moi en ce moment, puis j'étais à la maison avec elle. Ma plus vieille n'est pas allée à la garderie avant 4 ans. Okay. Parce qu'elle voulait y aller. Moi, je l'ai regardée l'année de plus avant la maternelle. Mais elle voulait y aller. Elle voulait des amis, je pense. Elle était tannée d'être seule avec moi. Fait que comme j'étais très disponible pour elle, fait que j'avais appris à être hyper efficace dans mon travail. Puis là, depuis qu'ils sont à l'école, j'ai plus de temps. Fait que là, je suis plus relax, mettons. Mais les auteurs le disent. Tous les auteurs et autrices qui font du strip disent que c'est probablement le format le plus difficile à accomplir parce que c'est très, très exigeant. Est-ce que tu reviendrais un jour au strip?
J'imagine que oui. Là, je fais une histoire de 220 pages en ce moment, puis je trippe ma vie parce que c'est l'opposé, tu sais, mais c'est long. Ça, c'est pour les éditions Papa. Oui. C'est annoncé à l'automne 2022. C'est Oui. La Méduse. C'est ça, si je finis à temps. Si je finis pas à temps, là, mon éditeur est comme non, tu t'as pas à la tâche. Là, si t'as pas fini, t'as pas fini. C'est plus moi qui se met ce deadline-là. Il était supposé sortir en septembre, ça arrivera pas, j'aurais pas fini. Bon, alors, exclusivité, on le sait déjà. Là, on est rendu en novembre. J'espère que ça va pas aller plus loin que ça. Sinon, c'est 2023. Alors, justement, le fait de faire du strip et de travailler dans l'urgence versus un long récit, et c'est ton plus long récit en carrière, là, 220 pages, oui. Quel est l'élément le plus difficile là-dedans? Est-ce que c'est justement la longueur? Parce que c'est un marathon, là, c'est pas un sprint. Oui, c'est la longueur. C'est aussi que j'ai sous-estimé le temps que ça me prenait faire une page au propre. Je pensais que j'étais plus rapide que ça. Mais finalement, ça a l'air qu'après sondage, que je suis plutôt rapide. Ah bon? D'accord. Oui, j'ai peut-être pas le style le plus détaillé non plus du monde, là. C'est juste différent. Je pense que c'est parce que c'est un marathon. J'ai eu des moments où j'étais extrêmement motivée, j'imagine, où là, je pouvais faire, admettons, crayonner 3 pages dans une journée. C'était beaucoup pour moi. Là, je ralentis parce que comme j'approche la fin, je suis rendue dans la deuxième moitié au propre. J'ai fait 50% au propre. Si je fais une page par jour, c'est beau, là, mais c'est parce que c'est long, puis je fais une case, puis on dirait que j'ai besoin de me féliciter. Fait que là, je prends une petite pause, je vais me servir quelque chose à boire, je vais prendre une petite marge de vite, là, juste pour me dégourdir les jambes. Après ça, je retourne m'asseoir, là, je refais une autre case. Ah, là, il faut que je reprenne une pause. Mais en même temps, j'adore ça. Fait que c'est une drôle de période. Je pense que je suis un peu fatiguée. Je pense que là, le marathon, il est en train de... C'est comme il achève. Là, je sens que j'arrive à la fin, mais je vais arriver à la fin en rampant. Là. Alors là, comme tu as vécu les deux extrêmes, donc autant le strip pendant plusieurs années que le long marathon, prochain projet, tu viserais quoi? Je le sais pas. J'ai comme plein d'affaires, plein d'idées, plein de bribes d'idées. J'ai rien de défini. C'est la première fois que ça m'arrive, par contre, parce qu'à chaque fois que je faisais un projet, j'en avais tout le temps un sur le back burner qui était comme « Salut! » Puis évidemment que j'avais hâte de faire celui-là. Ben oui. Puis après ça, je faisais celui-là, puis j'avais déjà hâte au prochain après. La Méduse, en fait, c'est un court-métrage que j'avais écrit puis que j'avais pitché à l'ONF pour un de leurs concours qui s'appelait Cinéaste recherché. J'avais été finaliste. Okay. Je n'ai pas gagné, mais ça partait de la même prémisse. Là. C'est sûr qu'on passe d'un court-métrage de 3 minutes à un livre de 220 pages. Je l'ai allongé, mais c'est la même idée de base. Puis La Petite Révolution, c'était une nouvelle que j'avais écrite à l'université en 2008. Oui, pour un cours de littérature, création littéraire. Ah, d'où la présence, l'omniprésence de Boris Vian. Non, ça, c'est un addon. J'ai tout le temps aimé Boris Vian. J'ai fait un exposé oral sur lui, je pense, en 5e année. Tout le monde devait trouver que j'étais weird. Boris Vian, 5e année, j'avoue qu'on est loin de pas de patrouille. Je pense que j'ai fait un exposé oral sur lui en 5e année, sur le déserteur. Après ça, au secondaire, sur la complainte du progrès. Okay. Puis après ça, à l'université, sur l'écume des jours. Non, au cégep, pardon. Sur l'écume des jours. Puis après ça, à l'université, j'ai écrit quelque chose. J'ai écrit une nouvelle avec lui. Oui, puis là, La Méduse, je le vois un peu aussi comme, pas mon hommage, mais un clin d'œil à l'écume des jours, parce que dans l'écume des jours, il y a un personnage qui est malade, qui a des nénuphars qui grandissent à l'intérieur d'elle. Puis moi, ça parle de problèmes de vision, mais c'est avec une méduse. Donc, il y a une méduse qui flotte autour du personnage. Fait que je vois ça comme la métaphore. Je sais pas, je pense que c'est mes parents qui écoutaient Boris Vian quand j'étais petite, puis ça m'a marqué. Puis ça a ponctué mon travail et ma vie. C'est assez peu commun chez des enfants, là, Boris Vian. Ouais, je pense que j'étais weird. À tout le moins, tu étais précoce au niveau artistique et intellectuel, parce que c'est quand même pas banal. Généralement, Boris Vian, on le rencontre à l'adolescence. Oui, j'imagine. Fin adolescence. Fin adolescence, jeune adulte. On parlait tantôt de l'importance d'être présent, dans ton cas d'être présente en événement. Une autre des particularités, c'est que pour le 10e anniversaire du Festival de bande dessinée de Prévost, tu réalises l'affiche. Oui. Tu avais déjà auparavant réalisé l'affiche du Festival de Montréal, oui, où tu t'étais prêté à l'exercice d'ailleurs de revisiter plusieurs personnages iconiques de la bande dessinée québécoise. Je me souviens évidemment du Capitaine Québec que tu avais dessiné, entre autres. Comment, là, dans le cas de ce travail-là, qui n'est pas un album de bande dessinée, comment on aborde ça, le travail d'affiche? Parce que c'est un travail de graphiste, là.
Oui, ben c'est tough. Moi, je commence tout le temps en regardant toutes les affiches qui ont été faites avant parce que j'essaye de faire différent. Fait que là, admettons, pour le FBDM, c'était tout le temps dans le parc. Puis moi, j'ai été la première à faire, moi, je vais faire quelque chose de complètement différent. Puis après ça, l'année d'après, c'est retourné dans le parc. Il y avait un petit côté jeu vidéo, hein? Un petit côté, ben pas jeu vidéo, mais Avatar. Ben, c'était plein de fois le même personnage habillé en plusieurs... Dans le fond, le linge, mais là, il représentait plein de personnages de BD de québécoises et autres. Là, j'ai voulu mettre, dans la mesure du possible, des personnages plus grand public, comme là, j'avais mis la Schtroumpfette. Là, j'essayais d'attraper ceux qui n'allaient pas connaître Capitaine Québec. Et, donc, ouais, puis ben, pour Prévost, j'ai fait la même chose, mais là, j'avais quand même une contrainte où est-ce qu'il fallait que il fallait inclure le pont. Il fallait que je mette le pont de Prévost. D'accord. Puis là, je regardais, je trouvais ça intéressant comment toutes les affiches, tous les artistes avant moi avaient incorporé ça dans le design. Alors, voilà, je suis partie de là. Puis après ça, ben, j'essaye de faire semblant que je suis graphiste puis que je sais qu'est-ce que je fais. J'ai eu du fun. Je sais pas si... L'as-tu vu, l'affiche? Non, je n'ai pas tu la verras en temps et lieu. Non, je suis pas dans le secret des dieux tant que ça. Peut-être dernière question. J'aimerais savoir, parce que le Festival de Prévost célèbre son 10e anniversaire, comme tu participes à peu près tout ce qui existe d'événements au Québec, j'aimerais savoir ce que ce festival-là représente pour toi, Prévost. Moi, je suis toujours impressionnée. Non seulement c'est un festival très, très familial, mais je pense que ce qui m'impressionne le plus, c'est que les bénévoles soient des enfants. C'est comme le festival de la jeunesse qui se prend en main. Je sais pas, c'est pas juste des enfants, là. Évidemment, il y a des jobs de bénévoles qui sont plus demandantes que d'autres, j'imagine, mais les enfants sont super motivés, sont super présents, même des fois trop. Ils passent pour nous redonner de l'eau à tous les 10 minutes. Je l'ai même pas vu, là, une minute. Ah, mais ça, c'est bien, hein? Non, mais c'est une bonne chose. Wow. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je trouve ça impressionnant. C'est que les enfants, ils veulent vraiment travailler, puis ils aiment ça, puis ils trippent au bout, puis c'est contagieux. On voit bien là, que toute la gang, ils sont là, puis qu'ils attendent ça à toute l'année, puis après ça, pendant l'été, c'est le party, puis non, c'est bien trippant. J'aime ça voir, puis là, toutes les familles qui viennent, puis c'est vraiment je sais pas, la communauté. Moi, en tout cas, c'est ça que ça m'évoque, le festival de BD. Puis c'est chouette aussi d'être en contact avec le lectorat de demain, j'imagine, parce que ces jeunes-là qui baignent dans la bande dessinée, ben, ils vont grandir avec ce plaisir-là, cette envie-là. Et forcément, ils vont devenir adultes et donc ils vont à leur tour, j'ose espérer, transmettre ce plaisir-là à leurs enfants. J'imagine, puis ils vont continuer de consommer de la BD, voir que c'est sérieux aussi, là, puis voir tout le travail que ça implique aussi. Ben écoute, Boum, je te souhaite bon vent pour la suite. Merci. Je te souhaite de terminer La Méduse dans les temps, pour toi Merci. et pour ton éditeur, sans mettre de pression. Non. Et puis, très hâte de voir l'affiche du festival, et donc je te souhaite également un bon festival. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Boum.